C'est Giacomo Todeschini, ce qui nous fait un grand plaisir de venir d'Italie. Giacomo Todeschini est actuellement professeur émérite, mais il enseigne encore beaucoup dans beaucoup d'universités. Il a été à l'université de Trieste et le cœur, disons, de son travail tourne autour des rapports entre la religion, et en particulier la religion catholique, telle qu'elle se formalise autour du XIIIe, XIVe siècle, sur les comportements et les catégories de pensée économique. Et notamment, il a abordé une question qui est sous-jacente, qui est un défi directeur, c'est qu'est-ce que c'est que la pauvreté, mais la définition sociale, on pourrait dire, de la pauvreté. Qu'est-ce qu'un bon pauvre? Qu'est-ce qu'un mauvais pauvre? Et dans cette représentation de la pauvreté, et aussi dans les rires qu'il y avait parmi le public, on retrouvait de caractères, de deux aspects qui font partie d'une tradition très ancienne en Europe. Et ce que je voudrais, ce dont je voudrais vous parler est le fait qu'une certaine représentation de la pauvreté et des pauvres est inscrite profondément dans la structure même du discours économique occidental, dans l'ADN d'un certain de ce discours produit à partir du Moyen-Âge par des théologiens, par des juristes et puis par des économistes, c'est-à-dire par la minorité privilégiée qui avait le droit de parler, qui avait le droit de représenter la réalité, et donc le pauvre aussi. La première chose qu'il faut, je pense, se rappeler est que le mot pauvre, en latin pauper, c'est un mot très générique qui signifie, qui vient d'une racine qui signifie peu. C'est-à-dire le mot pauvre signifie mineur. Et la racine de ce mot est la même racine qui produit de mots comme puer, enfant, par exemple. Donc, c'est un terme assez générique qui a été utilisé à partir de l'Antiquité et puis du Moyen-Âge pour parler de ceux qui sont considérés socialement mineurs. Donc, qui ne font pas vraiment partie de la société, de l'organisation sociale et de la citoyenneté. Et donc, la deuxième chose qu'il faut se rappeler, je pense que le mot, le concept et le mot de citoyenneté n'existe pas à l'époque médiévale et moderne. Et donc, il y a une notion d'appartenance, je veux dire, au corps politique très sélectif. Donc, le discours sur le pauvre et les discours sur l'appartenance civique se croisent à partir du XIIIe, XIVe siècle. Et par exemple, on a un auteur très célèbre, Thomas d'Aquin, qui, au XIIIe siècle, en reprenant un discours d'Aristote, dit qu'il y a deux catégories différentes de citoyens dans les villes, c'est-à-dire le citoyen qui sont vraiment tels, qui sont ceux qui ont le droit de participer à la vie politique. Donc, ils ont le droit d'être élus aux charges politiques, et ils ont le droit de voter, ils connaissent le mécanisme des règles politiques, économiques. Et donc, il y a ce type de citoyens, et puis il y a d'autres qu'on peut aussi indiquer comme citoyens, mais pour tout dire, dit Thomas d'Aquin, ils sont tout simplement des gens qui habitent dans la ville. Donc, il y a le vrai citoyen et il y a ceux qui habitent en ville, dans une région, etc.
Et tout ce deuxième type, c'est composé justement par les pauvres, par les idiots, par les gens qui n'ont pas la capacité, ni la culture, ni la richesse nécessaire pour participer aux jeux sociaux. Donc, les pauvres sont avant tout, à partir de la fin du Moyen-Âge, définis comme des gens qui sont exclus de ce que nous appelons la citoyenneté. La citoyenneté d'appartenance à la communauté politique est représentée comme un privilège formé par toute une série de conditions qui sont la richesse, la réputation, l'appartenance à un certain groupe social. Et donc, c'est un privilège assez compliqué à obtenir. C'est difficile d'être reconnu citoyen, ou pour mieux dire, appartenant au corps social. Être reconnu comme un membre réel du corps social, du corps économique, est quelque chose de difficile, et les pauvres, terme, comme je le dis, générique, sont exclus de ces privilèges. Il y a toute une série de règles juridiques qui donnent, qui font de ce principe quelque chose de très précis. Par exemple, dans le traité qu'on écrit à propos de la procédure qui fait fonctionner les tribunaux, à la fin du Moyen-Âge, on raisonne par exemple à propos de ceux sur lesquels on peut, à propos de ceux qu'on peut torturer lorsqu'on fait un procès. Et alors il y a par exemple un texte écrit entre XIIe et XIIIe siècle qui dit si les personnes qui sont interrogées sont en latin viles personnes, c'est-à-dire des personnes indignes, des personnes viles, c'est-à-dire de pauvres, on peut en fait le torturer pour exiger qu'ils disent, pour obtenir la vérité. Donc, une chose un peu moins, apparemment, au moins atroce, est la règle juridique qu'on reprend plusieurs fois, pas seulement au Moyen-Âge, l'âge moderne aussi, qui fait que le pauvre, ceux qui sont indiqués comme pauvres, sont exclus du témoignage dans un tribunal. C'est-à-dire on ne peut pas faire confiance à leurs paroles du moment et on explique ça en disant que cette exclusion du témoignage dépend du fait que leur faiblesse sociale fait d'eux des gens qu'on peut payer pour leur faire dire quelque chose. Donc, il y a une méfiance structurelle produite par la minorité intellectuelle qui produit les règles sociales et économiques. Il y a un auteur du XIVe siècle, un auteur italien de Florence, qui s'appelle Remigio de Girolami, c'est un frère dominicain, qui écrit des traités sur l'organisation politique, l'organisation civique, qui reprend aussi d'Aristote et transforme un peu le discours sur la nature politique de l'homme. Et il écrit en latin « si non est civis non est homo », c'est-à-dire si quelqu'un n'est pas un citoyen, il n'est pas un homme. Donc, on produit un lien très étroit entre la notion d'humanité, d'appartenance à l'humanité, et la notion d'appartenance à la cité, à la ville, à la communauté politique. Donc, on pourrait dire qu'à la fin du Moyen-Âge, on voit le commencement d'une certaine racialisation, d'un certain racisme économique.
au début du XVIe siècle, est considéré comment dire, le début de textes sur le welfare. C'est-à-dire, c'est un texte produit par Luis Vives, qui était un intellectuel très, très subtil, d'origine espagnole, mais vécu aux Pays-Bas et à la cour d'Angleterre, qui en 1526, c'est un texte très connu, écrit son De Subventione Pauperum, c'est-à-dire le soutien, l'aide pour le pauvre, quelque chose comme ça. Subvention, donc je ne sais pas si on dit subvention, on peut le dire. Et alors, tout ce traité qui est un but pratique, c'est-à-dire d'enseigner aux gouvernants d'une ville de Pays-Bas comment gérer les pauvres qui sont considérés à la fin du Moyen-Âge, du l'âge moderne, un vrai danger, une sorte de vide. Vraiment, ce fait que le mot pauper indique quelque chose de mineur devient, au début de l'âge moderne, l'idée que les pauvres sont un vide, un danger social qu'il faut en quelque manière gérer. Donc, pour la gestion des pauvres, Juan Luis Vives produit toute une série d'indications. C'est un manuel, ce traité sur la subvention des pauvres. Et le cœur de ce traité est formé par l'idée qu'il faut éduquer les pauvres. C'est-à-dire, le pauvre, c'est un traité d'un certain point de vue de pédagogie. Le pauvre doit être éduqué à être des citoyens parce qu'ils sont pauvres en conséquence de leur, je dirais, analphabétisme social-économique. Donc, ce n'est pas seulement le fait qu'ils n'ont pas envie de travailler, mais ceux qui se trouvent dans ce trou noir qui est la pauvreté sont des analphabètes socio-économiques. Ils ne comprennent rien des règles de la société. Et donc, ce que le traité souligne avec force est que, justement, l'habitude des pauvres de demander de l'argent, des aides, etc., c'est le signal, c'est le signe typique du fait qu'il ne comprend pas le mécanisme social. Donc, le texte est assez long, je n'ai pas le temps de le résumer. On souligne beaucoup que les pauvres seront plus avares que les riches, qu'ils sont cupides, qu'ils sont insolents, et qu'il y a une sorte de contagion de la pauvreté qui fait qu'il faut se tenir à une certaine distance de pauvres. Mais ce point de l'avarice des pauvres, de leur non-rationalité économique est très souligné. Donc, les pauvres sont une présence qui produit une contamination de l'organisation sociale. Et donc, il faut faire une distinction très précise entre, comme on dit aujourd'hui, le pauvre méritant et les pauvres qui ne sont pas méritants. Donc, ceux qui ne sont pas méritants doivent être éduqués au travail. Donc, il faut comprendre, c'est un chapitre de ce traité, il faut comprendre à quoi ils sont utiles dans une ville et détecter, disons, les compétences professionnelles de pauvres, ce qu'ils sont capables de faire ou ce qu'ils sont capables d'apprendre.
Il y a un chapitre intitulé, je le traduis, classification et registration des pauvres. Donc, il faut, c'est que cet intellectuel, c'est un intellectuel super privilégié qui vivait à la cour d'Angleterre, etc., c'est qu'il veut enseigner aux gouvernants des villes chrétiennes et qu'avant tout, il faut faire une classification et une registration des pauvres pour comprendre exactement qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, leur capacité individuelle. Et la conséquence de cette classification, de cette compréhension, sera une dépense de l'argent public plus, comment dire, appropriée. Donc, pour conclure, je dirais qu'on retrouve dans le lexique de la pauvreté à la fin du Moyen-Âge, au début de l'âge moderne, des éléments qui produiront, à l'âge moderne, je pense aussi contemporaine, qui produiront des éléments qui sont typiques d'un côté de la représentation cultivée de la pauvreté et de l'autre des aspects qui font partie de la perception émotionnelle des pauvres par ceux qui ne sont pas pauvres, mais qui ont peur de le devenir. Merci.